Nous sommes le 15 janvier 2020 aux Archives municipales de Toulouse et en présence de Jeanne Arnal. Est-ce que vous pouvez nous donner vos dates et lieux de naissance, s'il vous plaît? Je suis née à l'Isle-sur-Tarn. Je suis née le 11 novembre 1949. 1949, d'accord. Vous avez des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur et un frère. Une sœur qui a 5 ans de moins que moi et un frère qui a 16 ans de moins que moi. Ma sœur s'appelle Aurore Marie-Josée et mon frère s'appelle Floréal. D'accord, très bien. Donc vous êtes l'aîné. Et je suis l'aînée. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos parents? D'où viennent-ils et quel a été un peu leur parcours? Oui, bien sûr, je peux parler de mes parents. Mon père est né en 1921, je ne sais pas si c'est important. Il est né en 1921, il est aragonais. Et il a passé la frontière en 1938 et en 1939. Il est donc réfugié, c'est un républicain espagnol réfugié. Maman est espagnole aussi, sauf que ses parents sont venus dans les années 20, d'Andalousie jusqu'en Catalogne et ensuite en France. Elle est donc espagnole elle aussi, et elle a été naturalisée française quand elle était déjà pas mariée, mais plus qu'adolescente. D'accord. Tous les deux ont une fratrie importante. Enfin, papa, c'était 10 enfants, il n'en est resté que 5. Et maman, c'était 7. D'accord. Donc, dans la famille, ma mère s'appelle Angèle Salas, mon père Martin Arnal. Et donc, moi, je m'appelle Arnal. En France, non, mais en tout cas, en Espagne, je m'appelle Arnal Salas. D'accord. Et ils se sont rencontrés en France, vos Ils se parents? sont rencontrés en France, oui, puisqu'ils se sont rencontrés en 1948. C'était juste, on va dire, 3 ans après la fin de la guerre. Et ils se sont rencontrés à l'Isle-sur-Tarn parce que la famille de ma maman, qui était donc espagnole, avait beaucoup de contacts avec les réfugiés espagnols, soit à travers de la famille qui était venue réfugiée et dans les camps, et des parents qui sont venus rejoindre mon grand-père et qui l'a fait sortir des camps, par exemple. Et c'était ça, c'est parce que c'était des Espagnols, donc ils se sont rencontrés à l'Isle-sur-Tarn. D'accord. Et est-ce que vos parents vous ont raconté donc, votre père, son exil, et un peu les différentes choses qui ont été vécues par votre famille? Oui. Oui. Oui, alors... ça nous a été raconté, oui, je peux dire que ça nous a toujours été raconté, alors de manière, on va dire, si c'était mon père, si ma grand-mère s'exprimait, c'est-à-dire sa maman, c'était une personne réservée, qui était très triste, et qui, bien sûr, lorsqu'elle parlait de ses enfants et de son mari qui était déjà décédé, c'était très difficile pour elle. Lorsque mon père en parlait et qu'il échangeait avec ses amis ou avec frères et sœurs, c'était aussi, il faisait référence à des anecdotes, des choses plus agréables. Certainement, c'était une façon pour eux, ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience, ça passait par là, par l'humour, voilà, c'était à travers ça. Mais c'est vrai que mon père nous a pratiquement toujours parlé de leur combat en Espagne, de leur vie en Espagne. Là, c'était à travers des anecdotes, de leur passage dans les Pyrénées, etc. Oui, et c'était facile pour lui d'échanger puisqu'il parlait espagnol avec ma mère. Donc, cet échange s'est fait facilement. Oui. On l'écoutait parfois d'une oreille plus ou moins attentive, il faut dire, comme font tous les enfants. Ça, ça on peut pas. Et est-ce que vous avez donc de son parcours gardé quelque chose, de ce qu'il pouvait vous raconter? Est-ce que vous pouvez nous re-raconter entre guillemets ce qu'il nous racontait ou certains passages? Je peux vous le raconter plus facilement aujourd'hui qu'il y a quelques années. Quand j'étais adolescente, je savais tout ça, mais j'avais l'impression de tout savoir. Et en même temps, c'était souvent des bribes. Ensuite, j'ai mûri cette réflexion et j'ai demandé
plus de détails à mon père et à mon entourage. Je dis mon père parce que c'est à lui que j'ai le plus demandé et c'est qu'il vit encore, donc je peux aujourd'hui, j'ai cette chance de pouvoir profiter de sa présence et de lui demander de me, comment dirais-je, de me donner beaucoup plus de précision qu'il y a quelques années, parce qu'il était occupé par ses activités diverses, par le travail, par la famille, etc. Et qu'il n'aurait peut-être pas, à ce moment-là, donné autant de détails qu'il en donne aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des choses qui vont m'échapper, mais oui, je peux dire la trajectoire de mon père, oui, je peux en parler. Je pourrais même en parler longuement. Je sais son enfance, je sais son école, je sais la valeur de l'instituteur qu'il a eu pendant la République, je sais ce qu'ont vécu sa famille, je sais sa première traversée son combat, sa première traversée en 1938, son retour en Catalogne, sa deuxième traversée, y compris les traversées diverses des différents membres de la famille. J'ai refait les trajets avec lui. Voilà, pas tous, parce qu'il en a fait avec d'autres personnes, mais j'ai refait avec lui les traversées de retour, géographiquement on a regardé, on va aujourd'hui encore sur certains lieux, donc aujourd'hui je peux parler davantage. Et en plus, peut-être j'anticipe sur ce que vous allez me demander, mais je le transmets à mes filles. J'ai deux filles, et depuis qu'elles sont toutes petites, je ne leur ai pas demandé leur avis, j'espère que pour elles c'était bien. Je leur fais partager ça. C'est important pour vous de le partager? Oui, c'est important. Vous arriveriez à dire pourquoi c'est important? C'est important parce que bon, je peux le partager aussi parce que ma maman a permis tout ça. Mon père n'est pas le seul. Hein. C'est une personne qui a une telle générosité, ma mère, qu'elle a accompagné mon père dans tout ça. C'est important parce que ça fait partie de mon identité. Être fille de réfugiés espagnols, moi je me suis toujours présentée comme, pas partout bien sûr, mais je suis fille de réfugiés espagnols, je suis fille de républicains espagnols. Et comme j'aime beaucoup lier la conversation, échanger, etc., bon, je me présente comme telle et ensuite eh bien, on voit si ça intéresse ou si ça n'intéresse pas. Et mes enfants, je pense que c'est important pour eux qu'ils connaissent leur histoire familiale. Après, ils feront ce qu'ils voudront. Ah oui, après c'est chacun... Donc ouais, vous êtes vraiment approprié, en tout cas, depuis quelques années, là aussi, l'histoire de votre père et son parcours. Oui. Est-ce que vous pourriez nous... C'est vrai que vous n'avez pas parlé à la place de votre père, mais peut-être nous résumer ou nous parler de ce qu'il vous a le plus parlé dans son parcours, ses différentes traversées, ses engagements qu'il a eus dans fin des années 30. Est-ce que vous pourriez nous le partager? Bon, mon père, il est issu d'une famille de paysans qui avait quelques terres pour survivre, d'une famille nombreuse, et sa maman était une personne qui savait lire. C'était très important parce que ma grand-mère est née en 1888 ou quelque chose comme ça, donc à cette époque, il y avait peu de personnes qui savaient lire. C'était une personne qui donnait beaucoup d'importance à la lecture pour ses enfants. Alors déjà, il y avait ça, même s'il a fallu que les enfants travaillent de bonne heure, hein, sortent, comme il disait, les garçons surtout sont allés travailler à l'extérieur très tôt. Mon père a eu la chance d'avoir un instituteur qui était durant la République. Il a eu 2 instituteurs, mais le dernier l'a beaucoup marqué. Il s'appelait Don Benjamin Royo Colas, je peux en parler, on a connu sa famille après. Et il disait toujours « J'ai voulu faire de mes élèves des républicains, j'en ai fait des révolutionnaires ». C'était sa phrase. Et c'est un homme qui s'est beaucoup investi auprès de tous ses enfants. Il avait une classe de 100 élèves.
auprès de ses enfants de paysans dont il savait qu'il ne les verrait que très peu de temps et qu'il fallait absolument qu'il leur apporte au moins les outils pour apprendre. Ça a été très important pour lui. Le militantisme de ses frères aînés, qui ont payé cher, bien sûr, ce militantisme. Et ensuite, ça a été son engagement à lui au moment du soulèvement militaire. Il était jeune, mais il était déjà considéré comme un homme, puisqu'il avait 16 ans. D'accord. Et je ne sais plus ce que... Vous m'avez demandé, est-ce que vous voulez réajuster votre question, parce que je ne sais plus où... Non, mais c'est bien, vous me racontez, vous me résumez comme ça le parcours le de parcours votre de père. mon père, oui, Mais très bien, son engagement, excusez-moi. donc à partir de Oui, 16 ans, où voilà. lui-même s'est engagé? Oui, il s'est engagé, c'est-à-dire que déjà, les frères, il y avait eu dans la famille, on va dire, bon, je ne veux pas m'éterniser, mais bon, mon grand-père et ma grand-mère paternelle, comme toutes les personnes pratiquement élevées à cette époque-là, étaient des personnes croyantes et pratiquantes. Les enfants aînés n'étaient plus ni croyants ni pratiquants à travers les lectures qu'ils avaient eues. Ils étaient partis à Barcelone travailler, tout ça. Il y avait eu un éveil, une conception du monde différente, et ils ne croyaient ni ne pratiquaient, et ça avait créé des tensions, vous voyez, déjà dans la famille. Bon. Après, je vous dis, cette lecture que faisait ma grand-mère, elle connaissait, elle pensait qu'en arrivant en France, tout le monde allait lui parler d'Élisée Reclus, Louise Michel. Elle pensait ça. Bon, voilà les lectures qu'ils avaient. Ils avaient des grandes affiches comme ça de ces grands Proudhon, enfin tous ces révolutionnaires. Ça faisait partie de l'environnement. Voilà. Il n'avait pas de cadre de Van Gogh, ils avaient ça. Et ensuite, bon, ben voilà l'engagement de mon père, parfois même forcé, on va dire. Hein. L'engagement de mon père, le passage en 1938 de la frontière, tout seul. D'accord. Pourquoi il a passé la frontière? Il était déjà, disons, qu'au moment du soulèvement militaire. En 1938, mon père, il part déjà, on le recrute pour aller faire des tranchées, déjà sur le front. Hein. Il était jeune, mais suffisamment déjà en âge pour aller déjà sur le front faire les tranchées. Et quand la rupture du front se fait sur le front de Huesca, il était avec d'autres et ils ont dit, bon là, ils étaient dans l'armée déjà. Hein. Bon, ils sont partis. Ils allaient se faire assassiner d'un moment à un autre. Ils sont partis, il a traversé, il est passé devant sa maison et il est parti. Et il n'a pas fait le trajet qu'ont fait mes grands-parents avec les autres enfants. Il est parti seul. Il a retrouvé un groupe dont une partie de la famille, dans lequel se trouvait une partie de la famille. Il a traversé du côté on va dire, de Luchon, voilà. Et ensuite, il est reparti en Catalogne. Il est reparti en Catalogne, puisque la Catalogne était républicaine. Donc, après un passage à Angoulême, etc., il est reparti sur la Catalogne. En Catalogne, il va rester un certain nombre de mois, et puis il va faire la deuxième retirada pour arriver au camp d'Argelès, etc. Puis les compagnies travailleurs étrangers, et puis ensuite les maquis, parce qu'ils n'avaient pas les papiers, parce qu'ils connaissaient déjà leurs ennemis, parce que leur engagement pour eux c'était très important. Ils avaient lutté en Espagne, il fallait continuer en France. Et son engagement après, presque à la fin de la guerre, parce que pour lui c'était... la guerre ne devait pas s'arrêter aux Pyrénées, il fallait donc... que la démocratie s'installe en Espagne, il fallait donc aller lutter contre Franco. Donc c'est pour ça qu'il repasse dans les maquis espagnols et que c'est extrêmement difficile. C'est une période qui est extrêmement difficile et qu'il va recevoir les nouvelles du décès de son père en octobre 1944. Et où on lui dit que ça fait 15 jours que son père est mort, et là il réalise que sa maman est seule, avec des enfants jeunes, encore, et probablement en difficulté. Et là il dit, il faut absolument que je rentre, c'est pas possible. Je mènerai mon combat autrement, mais pas... Il faut que je sois présent.
Voilà. Donc là, il est rentré, enfin, il est revenu en Donc là, il France. revient, il retrouve sa maman, il retrouve sa maman qui avait encore en charge avec des enfants, et il va travailler comme on fait tous les Espagnols, hein, ou les étrangers. Bon, il va chercher du travail, et puis il va jusqu'à la rencontre de ma mère s'occuper d'aider sa famille. Oui, c'est ça. Et c'est après, parce que je vous ai dit que ma mère était une personne généreuse, je ne veux pas l'oublier, hein, tout ça. Et ma mère aussi, elle était très sensible à l'exil espagnol. Elle était espagnole déjà. Sa famille avait toujours, je vous ai dit, accueilli des réfugiés. Elle était en lien avec des familles, comme une famille que je voudrais citer, parce qu'elle vraiment elle mérite ça. C'était la famille Hernandez, c'était pas des réfugiés, c'était ce qu'on appelait à l'époque des Espagnols blancs, mais qui avaient beaucoup soutenu le maquis, qui ont aidé beaucoup de réfugiés espagnols, aidé sur le plan pratique des réfugiés espagnols, qui leur ont trouvé du travail, qui les ont aidés pour se loger, qui les ont aidés matériellement à résister contre et à vivre au quotidien. Et c'est une famille qui est méritante, et on dirait que ça s'est transmis parce que les enfants ont continué à faire la même chose. Et donc mon grand-père, maman, elle était sensible parce que des réfugiés espagnols, elle envoyait passer dans la maison. Et ses cousines se sont mariées avec des réfugiés espagnols. Sa sœur s'est mariée avec des réfugiés espagnols. Donc voilà, c'était... c'était des Espagnols, si soy espagnol, pero yo soy refugiado. C'était différent, il fallait faire la différence, mais maman, bon, elle était très sensible à ça. Et je me dis que peut-être mon grand-père, le papa de ma maman, et ses parents, si l'Espagne était devenue un pays démocratique, c'était peut-être des gens qui seraient repartis en Espagne. Ils seraient peut-être repartis. Maman a fait l'école en France. À 12 ans, elle était au niveau du certificat d'études déjà. Mais après, ils étaient 7 enfants, et mon grand-père avait dit, bon, ben, écoute, maintenant, tu as assez appris, voilà. Tu vas rester à la maison. Elle le regrette beaucoup, mais c'est comme ça. Voilà, donc c'était certainement un couple qui était amené à se rencontrer, étant donné les circonstances. Voilà. Après, nous avons habité dans la rue du Port, à l'Île-sur-Tarn, parce que moi, je n'ai pas eu, à la différence des réfugiés qui habitaient Toulouse, je n'ai pas eu cette possibilité de faire comme beaucoup d'entre eux se sont retrouvés, ont fait du théâtre, des activités voilà, culturelles. Donc ça, on était éloignés dans le Tarn. Bon. Quand on venait, c'était pour des raisons bien précises. Alors il fallait prendre le bus, l'autobus, il fallait prendre le train, il fallait vraiment s'organiser. Mais on avait, à travers mon père, il y avait une presse syndicale, et on avait beaucoup de personnes qui venaient à la maison. Bon, ça c'était la solidarité dont on parle, et c'est vrai que c'était important. La solidarité, moi j'ajouterais aussi la générosité de la famille. Donc on avait toujours des nouvelles à travers des personnes qui venaient. On a reçu des gens qui écrivaient dans les journaux, on a reçu Sourita, un peintre, on a reçu des personnes reçues. Ils venaient à la maison et on partageait la journée ou la nuit, et la nuit ensemble, parce que c'était pas facile de se déplacer. Et donc on savait ce qui se passait, voilà, surtout à travers la presse que mon père recevait. D'accord. Et puis il rencontrait beaucoup de gens. Et donc il nous faisait partager ça. Enfin, en tout cas, il en parlait avec maman, avec d'autres. Et on avait, comme tous les enfants, l'oreille qui traîne. Et donc on essayait de se nourrir, de s'en nourrir de ça. Après, c'était... bon, nous allions à l'école en France. Donc l'école, pour nos parents, qui étaient républicains, aller à l'école républicaine, à l'école laïque, parce qu'on allait, enfin moi j'ai fréquenté, je dis on, je ne devrais pas, moi j'ai fréquenté l'école laïque. À cette époque-là, on l'appelait comme ça, c'était l'école laïque. Et c'est grâce à cette école que nous allons découvrir, comment dire, on va aussi découvrir qui on est grâce à l'école.
parce que on va rencontrer des enfants qui sont... Enfin, moi, ce qui m'étonnait au départ, c'était pas tellement comme nous parlions espagnol, c'était plutôt qu'à l'extérieur, on parlait le français. C'était ça mon étonnement. Parce que nous étions dans un environnement, quand j'étais toute petite, où tout le monde pratiquement parlait l'espagnol. Donc, c'était ceux qui parlaient le français qui étaient... c'était un peu drôle. Enfin, c'était un peu drôle. Bon, et la plupart des amis de mes parents, c'était les fréquentations, c'était des Espagnols, avec des accents différents, bien sûr, mais bon. Et la majeure partie aussi, c'est pas penser plus ou moins comme eux. Bon, donc, vous savez, des Floréal, des Aurores, c'était courant, quoi. Hein. Donc, à l'école, on va rencontrer... on était des enfants de républicains, donc liberté, égalité, fraternité, la République, nous, ça nous parlait. Il était hors de question de remettre ça en question. Ces valeurs, elles nous appartenaient déjà. Voilà. Ensuite, il faut dire qu'on a eu, ça dépendait des classes, on a eu des enseignants, des instituteurs, certains plus investis que d'autres, plus dans l'empathie que d'autres par rapport au fait que nous soyons des enfants de réfugiés espagnols. Il y a eu du rejet de certains et au contraire d'autres. Je veux parler d'une institutrice qui s'appelait Mademoiselle Marty, qui était institutrice à l'école de l'Isle-sur-Tarn. Et elle a vraiment beaucoup fait pour que les enfants de réfugiés espagnols apprennent. Elle savait l'importance que nos parents attachaient à l'école. Et elle a beaucoup fait pour ça. Je ne vais pas parler des autres. Finalement, ce qui compte, c'est ceux qui nous ont soutenus. Oui, bien sûr. Hein. Bon, moi, j'habitais dans une rue où il y avait, mis à part, on va dire, monsieur le curé, pour être correct, et une famille ou deux, tout le reste des familles, c'était des familles étrangères. C'était des Espagnols et c'était des Italiens. Alors la rue, c'était un pays merveilleux. Et la famille Marmont, le père avait été envoyé en camp de concentration parce qu'il avait aidé la résistance. Donc c'était des gens qui étaient en empathie aussi avec nous. Donc la rue du Port, c'était la rue enchantée de mon enfance. D'accord. Donc à l'école, vous avez parlé des instituteurs, et avec les autres enfants, donc il y avait d'autres enfants, soit enfants d'exilés, soit d'étrangers, mais il y avait avec, on va dire, ceux qui étaient d'ici. Comment est-ce que ça se passait avec les autres enfants? Alors, ça se passait, comment dirais-je, assez bien, mais dans les disputes, enfin, c'était pas comme aujourd'hui, hein, on employait rarement le mot violence, on ne parlait pas de tout ça. Ça, je vais le laisser de côté. Quand on se chamaillait, il ressortait que... c'est curieux parce qu'il y avait justement deux filles qui étaient des filles d'Italiens, et quand on se disputait avec elles, parce qu'elles devaient avoir un caractère assez... elles nous traitaient d'Espagnols. Voilà, ça nous arrivait souvent. Oh, les Espagnols, enfin, avec tout ce que vous pouvez... Ou même certains Français aussi. Oh, les Espagnols, bon. Après, moi, comme je m'appelais Arnal, c'était pas, au départ, j'avais pas un nom consonance espagnole, donc ça se ressentait pas tout de suite. C'est quand je disais, mais moi je suis espagnole, moi. Ah, tu es espagnole. Ah, voilà. Alors là, après, évidemment, j'avais ouvert la porte pour que, bon, il y avait, oui, on se traitait d'espagnol, et alors on avait souvent tous les défauts. Et ne parlons pas des des enfants qui allaient à l'école des sœurs. Alors on ne se fréquentait pas du tout. Les uns passaient dans une rue, les autres passaient dans l'autre. Alors, on ne se connaissait pas.
Mais quand on était enfant, oui, autant ça se passait très bien, et autant ça pouvait déraper et se traiter de ce qu'on était, c'est sûr. Et vous dites que c'était vous qui le disiez que vous étiez espagnol, en tout cas vous le disiez très facilement, enfin vous le cachiez pas, j'ai envie de dire. Non, moi je n'ai pas le souvenir d'avoir été, d'avoir eu honte ou d'avoir eu une réserve par le fait d'être espagnole. Je n'ai pas ce souvenir. J'étais fière de mes parents. J'étais fière de mes parents, j'étais fière des personnes qu'ils rencontraient. Pourtant, mon père, surtout pendant l'enfance et l'adolescence, c'était pas une personne qui a dit « moi j'ai fait ci, moi je fais ça ». Il n'a jamais valorisé ce qu'il a fait. Au contraire, il a dit « mon combat, il n'est pas fini ». Donc, il n'a fait que, comme il dit, j'ai fait que ce qui se présentait. Donc, c'était pas parce que mon père valorisait quelque chose, mais les valeurs qu'il véhiculait, qu'il nous transmettait, nous donnaient une grande force, parce qu'on sentait qu'on était du côté de ce qui est universel, juste. Et parfois, on faisait l'admiration de certaines personnes, des Français qui étaient là. Et ça, pour nous, c'était très important. Pas que les Espagnols, on se connaissait, mais quand on pouvait échanger avec des adultes, des Français, qu'ils voyaient, qu'on l'exprimait à notre façon, et qu'on avait les mêmes valeurs qu'eux, et qu'ils étaient admiratifs de nos parents et de notre éducation, c'était ressenti doublement comme une richesse. Oui. Ça, c'était vraiment... Non, jamais. J'ai parfois souffert d'une certaine cruauté qu'ait pu subir mon père quand il a eu des moqueries, il a subi des moqueries, même, c'était infime, mais parce qu'il ne parlait pas correctement le français, même s'il s'appliquait et qu'il lisait beaucoup. Il prononçait, même encore aujourd'hui, il y a des mots qui nous font rire. Maintenant, c'est passé on les prononce de manière humoristique, ça fait même partie de notre vocabulaire. Mais souvent, je sentais que c'était cruel pour lui. Je sentais que cette moquerie était dure. Ça, j'ai souffert, je ne le lui ai jamais dit, mais j'ai souffert de ça. J'ai souffert de ces difficultés à comprendre aussi tout ce qui était administratif. Ça m'a fait souffrir. J'ai souffert surtout par ça. Longtemps, on a négligé aussi ce que ces réfugiés ont fait dans les rangs de la résistance. Et ça, je trouvais que, alors que d'autres étaient montés, voilà, on leur décernait des médailles, des choses comme ça, des reconnaissances. Eux, c'était les gens de l'ombre. Quelque part, je me disais, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Vous voyez, ça, et je le garde encore. Ou quand mon père m'avait raconté qu'ils étaient allés avec un ami à lui, un compagnon qui s'appelait Marianne, ils étaient allés demander du travail dans une propriété et qu'on leur avait envoyé les chiens. Vous voyez, j'ai trouvé ça... Alors moi, si un étranger va quelque part et qu'on lui envoie les chiens, c'est comme si on envoyait les chiens à mon père. C'est pas possible. C'est pas acceptable. Voilà, ça reste encore aujourd'hui... c'est peut-être une image, envoyer les chiens, mais vous voyez, c'est quelque chose de douloureux. D'accord. Et vous dites que votre père a pu subir quelques moqueries. C'était de la part de voisins, de collègues. C'était
Dans quel cadre par rapport à son parler difficile français? C'était, oui, des voisins, c'était, vous savez, oui, voilà, ça pouvait être sur la place, quand il y a beaucoup de personnes et qu'on entend parler les étrangers. C'était pas... Et puis, il y avait les voisins, il y avait l'entourage, enfin, les voisins qui avaient été neutres, il y avait les voisins qui avaient été, enfin, dans la ville, dans le village, qui avaient fait partie de la résistance. Il y avait les voisins de la collaboration aussi. Et nous les connaissions. Si certains ont essayé, une fois les affaires réglées, de rester quand même à leur place, je ne veux pas dire faire un profil bas, d'autres étaient convaincus que ce qu'ils avaient fait, c'était bien. Et ceux-là, ce n'étaient pas nos amis. Et ils le manifestaient bien. D'accord. Et vos parents, ils faisaient, ils ont travaillé où à ce moment-là? Enfin, ils faisaient quoi? Mon père, Quand vous étiez enfant? il a toujours été, déjà, juste, je veux dire que si ça se passait, c'est que mon père, il était espagnol. Oui. Espagnol. Et bon, en tant qu'Espagnol, il y a eu des épisodes, des périodes en France où il valait mieux se tenir un peu, on va dire, tranquille que trop s'agiter, voilà. Mes parents, mon père il a eu la chance de faire en France une formation d'adulte à Albi. Il est devenu maçon et il a donc travaillé longtemps. Il venait à Toulouse travailler avec ces équipes de maçons dans ces entreprises d'Aéromédie, etc., voilà, qui ont fait grandir la ville. Maman, qui était plus paysanne, on va dire, ils ont beaucoup travaillé, fait une première maison, puis ils ont acheté une autre maison, puis ils ont commencé à avoir un jardin, des poules, enfin voilà. Travaillé 15 heures par jour. Mon père a continué toujours à être maçon, tout en ayant aussi quelques parcelles de terre pour pouvoir à la fois survivre, faire en sorte que maman n'aille plus trier des poulets, des choses comme ça dans l'entreprise Salvata de l'Île-sur-Tarn. Et voilà, ils ont trouvé leur équilibre comme ça, en travaillant beaucoup. Et puis, comme c'était, je vous dis, des personnes qui recevaient, dont on savait qu'elles étaient là pour aider, cette façon de vivre avec des terres, des poules et tout ça, ça permettait d'équilibrer leur revenu économiquement. Avec beaucoup de sacrifices, ça leur a permis de nous faire grandir. Alors après, moi, par ma mère, j'ai été française par maman, puisqu'elle a été naturalisée. Et moi, j'ai été française du fait Votre mère. du fait de maman. Et bon, tout ça, ça a tarabusté quand même mon père. Mais dans la fratrie de mon père, il y avait ma tante Martine, qui, si elle n'avait pas eu ces problèmes Dieu, et si elle avait pu, était une personne qui s'intéressait beaucoup à tout, très curieuse, et qui s'intéressait à la législation, etc. Et elle disait, il faut que les enfants des réfugiés puissent bénéficier des bourses, alors il faut vraiment qu'ils soient naturalisés, etc. Elle, c'était plutôt l'organisation. Donc ça nous a permis, on a eu les bourses, et on a pu rentrer en 6e, etc., etc. Voilà. Mon père, ça le chagrinait un peu, parce qu'on n'était pas espagnol. Voilà. Et alors après, le choix était beaucoup plus tard, hein, quand les enfants de réfugiés espagnols ont eu la possibilité de reprendre la nationalité espagnole sans rejeter la nationalité française, même si ça peut soulever beaucoup de débats. Moi, j'ai souhaité avoir la double nationalité. Mais ça, c'était bien plus tard. C'était bien plus tard, c'était il y a peu de temps. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Ça, vous avez. Donc votre père a dû bien le prendre. Il a dû être heureux de ça. Oui. D'accord. Lui, il a toujours. Votre père, par rapport à la nationalité, comment est-ce que ça s'est fait, son statut? Mon père a été donc réfugié. Oui. Ensuite, c'était l'exil. Puis ensuite, il a été réfugié. Ils étaient apatrides, réfugiés. Et ensuite, il a conservé toujours. Il avait fait
à un moment donné, je crois dans les années 50, il avait commencé, il a dû avoir une petite... il a fait une démarche pour pouvoir acquérir la nationalité française, peut-être un peu sous la pression ou l'encouragement de sa fameuse sœur. Et puis ça n'a pas marché. Donc presque c'était un soulagement pour lui. Donc il est resté espagnol. Espagnol je suis, espagnol je serai, et je serai jusqu'au bout. Parce que pour mon père, c'était... ça lui permettait de continuer, être espagnol, c'était continuer son combat, c'était continuer au milieu de ses compagnons à être encore un espagnol, ça justifiait son engagement syndical et son retour en Espagne, parce que lui, il voulait revenir en Espagne, parce qu'il disait qu'il avait des choses à dire. Des choses à dire, parce que... et il savait, beaucoup d'Espagnols savaient, que la dictature était terrible en Espagne. Ce dont on parle aujourd'hui, les Espagnols le savaient déjà, plus ou moins, mais ils savaient que l'Espagne était... Alors, quand on le dit, quand eux-mêmes, lorsque les Espagnols disaient qu'en Espagne, le régime franquiste était terrible, que l'Espagne était une prison, que l'Espagne était un camp de concentration, on vous regardait un peu de l'air de dire bon, ça va, la propagande, pas quand même exagéré. Non, on le sait aujourd'hui, c'est un pays qui a énormément souffert. Et eux, sa famille, ils avaient, c'était très compliqué d'avoir des relations, des liens avec la famille qui restait en Espagne. Mais à travers la Suisse et d'autres détours, ils avaient réussi à envoyer et recevoir des courriers. Et une cousine leur avait répondu, attention, je vis tous les jours en gros avec les fascistes du village. Et ils nous ont bien prévenus. On a passé le peigne large. Si jamais ils reviennent, on va passer le peigne fin. C'est-à-dire qu'il n'y en aura aucun qui échappera. Donc, voyant ça, il était hors de question de partir en Espagne. Bien sûr. Parce que le combat, ça serait terminé. La prison, c'était sûr, la mort, probable, et le combat, fini. Donc, voilà, c'est pas... Mon père a eu des nouvelles de personnes qui sont reparties en Espagne, qui se sont arrêtées là, et dont on n'a plus rien su après, c'est fini. Et dont on sait aujourd'hui que... ils sont... C'est des amis à lui? Oui, souvent des gens du village. D'accord. Oui. Qui ont essayé de revenir et en fait... Oui, soit parce que leur femme était là-bas, soit parce qu'ils avaient laissé une femme ou un enfant, ou parce que... Oui, et qu'ils avaient du mal à s'adapter. Et qu'ils se disaient, mais enfin, moi, je ne suis pas un criminel, donc je vais revenir. Et bon, qu'est-ce que vont faire? On va me juger peut-être, me condamner 3 ans de prison éventuellement, mais bon, il n'y a aucune raison pour que... Non, ça ne s'est pas terminé comme ça. Et votre père votre mère y était déjà, mais votre père, du coup, lui, s'est plutôt bien adapté à l'Île-sur-Tarn, enfin voilà, la vie... Alors oui, il a dû faire énormément d'efforts, certainement, comme tous. Mais bon, le fait de se retrouver à l'Île-sur-Tarn, de se regrouper, depuis 1938 jusqu'à 1945, il avait couru dans tous les sens. Quitter l'Espagne, revenir, repartir, les camps, les compagnies de travailleurs étrangers, ressortir, enfin la débâcle au milieu. 20 jours en marchant sans quitter les chaussures, fuir les Allemands, rester dans les bois, couper du bois. Ça faisait 7 ans qu'il courait dans tous les sens. Donc, après le maquis, se poser, c'était déjà, j'imagine, déjà se poser, c'était déjà, bon, une tentative de partir au Mexique avec sa famille, qui a échoué, parce que quelqu'un d'autre a dû passer devant. Bon. Donc il fallait, la fin de la guerre, ça les faisait souffler. Déjà.
ne perdait pas l'objectif de repartir quand même. Et puis la solidarité, les compagnons du syndicat, ça donnait une force et une chaleur qui étaient essentielles pour survivre. C'était vraiment très, très fort. C'était plus que la famille, c'était autre chose, c'était très fort. Et ça, ils nous l'ont transmis à nous aussi. Ça, c'était pour mon père, c'était maman qui pourtant, ça c'est du privé, hein, aurait aimé garder son mari rien que pour elle. Il fallait bien qu'elle accepte que mon père aille à ses réunions, vende ses journaux, aille voir les compagnons à Toulouse, puisqu'il travaillait à Toulouse, c'était bien, il n'avait pas trop, c'était facile. Partent dans ces réunions, voilà. Et mon père nous faisait participer à des excursions aussi, c'était formidable. Maman qui était casanière, c'était parfait. On allait à Saint-Ferréol, ne croyez pas, on n'allait pas très loin. Mais à Saint-Ferréol, on était allé à Arcachon, on allait à des endroits comme ça. C'était formidable, on se retrouvait, c'était des choses fantastiques. Tout ça, ça a permis aussi. On avait des liens très forts. Nous étions très soudés. Et nous étions, on a dû vous le dire et redire, la solidarité c'était essentiel. On ne vivait pas, moi j'ai le souvenir encore on n'avait pas de couverture, on n'avait pas trop de couverture quand on était enfant, même jusqu'à l'âge de 10 ou 12 ans. Hein. On avait des couvertures et puis après on se couvrait avec des manteaux. Ça pesait, ça faisait des bosses, mais ça nous faisait rire quand même. Mais voilà, on était... il y avait d'autres choses. On n'avait pas le sentiment qu'on vivait misérable. D'autres gens autour de nous travaillaient, vivaient aussi dans des conditions moyennes. Voilà. Mais la présence des autres, le partage avec tous les réfugiés espagnols, c'était très important. Si on avait été isolé, ça, je pense que là, mon père ne l'aurait pas supporté. D'ailleurs, il aurait tout fait pour justement rencontrer les autres. Parce que tout à l'heure, vous disiez quand même que vous étiez un peu à l'écart par rapport à ce qui passait par rapport à Toulouse, même aux activités culturelles, mais j'ai quand même l'impression qu'il y avait des liens, que vous n'étiez pas seul. Oui, alors on n'avait pas, du fait comme nous n'habitions pas à Toulouse, nous enfants, on ne participait pas à tout. Voilà. Mais on était au courant de ce qui se passait. Et quand il y avait, ne parlons pas la Fiesta del Niño, le 19 juillet, voilà. Mais quand on pouvait aller assister à d'autres spectacles, ou que d'autres personnes pouvaient venir nous raconter ce qu'ils avaient fait, c'était pour nous très, très important. On maintenait un fil. Mon père faisait en sorte de maintenir un fil avec Toulouse. C'était très important. D'accord. Et vos parents n'ont pas voulu venir s'installer à Toulouse à un moment? Ils y ont pensé à un moment donné. Oui, c'est vrai que mon père aurait aimé venir s'installer à Toulouse. Mais je crois que comment dirais-je, ma maman qui était la paysanne, c'était trop dur pour elle de venir dans la ville. Puis en plus, elle avait, avec ses parents, elle s'était installée là. Donc, voilà, elle avait ses parents là-bas, du côté de l'Île-sur-Tarn, c'était difficile pour elle. Mais mon père y a pensé, parce que ça le rapprochait de son univers. Bien sûr. Oui. Et il avait peut-être projeté pour nous de nous envoyer dans d'autres écoles, etc. Ça s'est fait comme ça. Et du coup, votre scolarité, tout à l'heure, on a parlé de l'école, donc c'était plutôt quand vous étiez enfant. Ensuite, le collège aussi à l'Île-sur-Tarn. Alors, j'ai fait l'école primaire de l'Île-sur-Tarn. Le collège et lycée, c'était à Gaillac, jusqu'en terminale. Et ensuite, moi, je suis partie à Paris, à l'assistance publique, pour faire des études d'infirmière et de puéricultrice. Bon, beaucoup des enfants, mes cousins, cousines, sont partis dans l'enseignement. Moi, j'ai été attirée par aussi l'enfance, et puis j'ai vécu l'âge d'or des puéricultrices, où j'ai donc été pendant presque toute ma vie directrice de crèche. Donc, je travaillais un peu en milieu hospitalier, et ensuite j'ai travaillé en crèche, donc j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. Et la période où j'ai travaillé, c'était une période extraordinaire. Donc, je me suis beaucoup investie et j'ai eu la chance de travailler
à cette période-là. D'accord. Oui. Innovante. Oui, c'est vrai. Et par rapport à vos études, vos parents, enfin voilà, vous avez eu le choix de votre orientation professionnelle. Comment est-ce que vos parents aussi vous ont, voilà, qu'est-ce qui était attendu entre guillemets de la part de vos parents par rapport à votre scolarité? Mes parents n'ont pas mis la pression que l'on met peut-être aujourd'hui sur les enfants. Mes parents, déjà, eux-mêmes ne pouvaient pas me la mettre parce qu'eux-mêmes ne connaissaient pas les parcours scolaires, ne connaissaient pas. Bon. Ce qu'ils voulaient, c'est qu'on travaille à l'école. C'est ça. Qu'on arrive effectivement à un certain niveau. Alors, si on était instituteur ou professeur, ça, ils voulaient. C'est pas parce qu'ils ne voulaient pas que nous fassions un travail manuel, hein, parce que mes parents considéraient que c'était aussi important de savoir travailler de ses propres mains, parce que c'était aussi parfois, ça aurait pu être une question de survie. Bien sûr. Donc c'était important de savoir faire des choses manuellement. Et ça avait autant de valeur. Mais ils tenaient à l'école. Alors, ils ont accepté nos choix. D'accord. Ils ont accepté nos choix. Ils nous ont encouragés à étudier. Ils ont accepté nos choix. Ceux qui ont pesé sur nos choix, ce sont les instituteurs. Ce sont eux. Ce sont les enseignants que nous avons rencontrés et qui ont fait des uns peut-être des enseignants et d'autres. Parce qu'eux, ils maîtrisaient. Bien sûr. Tout vous ça. connaissez le parcours. D'accord. Et vos frères et sœurs, vers quel métier se sont-ils orientés? Alors, ma sœur, elle a eu à peu près, on va dire, le même parcours scolaire que le mien. D'accord. Et ensuite, elle est partie sur des concours et elle a été donc directrice de maison de retraite. D'accord. Donc, il y avait les enfants et les personnes âgées. Et mon frère est CPE, donc il a préparé une agrègue de géographie rurale. Ensuite, il s'est orienté vers plutôt la direction d'établissement. Et plutôt, il est CPE, il est toujours CPE, il est plus jeune que moi, il travaille. Ah oui, du coup. D'accord. On parlait de votre famille. Donc là, il y a vos parents donc, qui sont à l'Île-sur-Tarn, les parents de votre mère les parents de votre mère qui y sont aussi. Et la famille de votre père, qu'est-ce qui s'est, entre guillemets, passé pour elle? Vous parliez tout à l'heure d'une tante qui était restée en Espagne. Et voilà, ses frères, vu que c'était une grande fratrie, quel a été leur parcours? Précisément dans le village de l'Île-sur-Tarn, c'est la famille de mon père. D'accord. La famille de ma mère, même s'il y a eu des enfants qui se sont installés dans les environs de l'Île-sur-Tarn, la famille de ma maman, pas très loin. Ils étaient dans la campagne, du côté entre l'Île-sur-Tarn et Salvagnac. C'était pas dans le village. C'est pour ça que je vous dis que maman, elle était plutôt paysanne, on va dire. Oui, c'est pour ça. Voilà. La fratrie, du côté paternel, mes grands-parents ont eu 10 enfants. Ils en ont perdu 3 dans l'enfance. D'accord. Voilà, en raison de maladie. Et 2 qui ont été assassinés. On dit fusillés, ça fait plus propre, mais ils ont été assassinés quelques jours après le soulèvement militaire franquiste. Ils étaient connus du fait de leur engagement dans le village. Et avec 29 autres personnes, ils ont été assassinés. Donc, dans ce groupe, tout le monde, mes grands-parents sont venus en France avec tous les enfants qu'ils avaient. C'est la fratrie de mon grand-père. La fratrie de mon grand-père, ma grand-mère était fille unique. Mais la fratrie de mon grand-père, il y a une sœur et un frère qui sont venus, eux aussi sont partis en 1938. Et ils ont fini par se rassembler à l'Île-sur-Tarn. Et mon grand-père a eu une seule sœur, un frère et une sœur et sa maman qui sont restés en Espagne. Voilà. Je pense que pour eux, pour nous ça fait loin, ce sont des grands-oncles et grands-tantes, mais ils ont dû beaucoup souffrir d'être séparés. Surtout qu'ils ont souffert parce qu'ils ont été en prison, les cousins,
Les cousins ont souffert en Espagne. Tout ce qui était la famille de mon père en Espagne est allé en prison. Et il est resté des années. Tous. Pratiquement, je crois, tous. Vraiment, c'est une famille qui a énormément souffert. C'était la prison à cause de leurs idées et de leur engagement. Oui. Parce qu'ils étaient tous donc engagés de la même façon. Voilà. Alors après, sous le franquisme, hein, vous savez, l'engagement, il fallait, c'est peu ou beaucoup, vous étiez vite. Toutes les raisons étaient bonnes pour mettre les gens en prison, leur prendre ce qu'ils avaient. Voilà. Mais c'est vrai que toute la famille a été en prison en raison de ses engagements, oui. D'accord. Et on va avancer dans le temps. Du coup, donc vous avez un petit peu parlé tout à l'heure de votre travail. Donc vous avez travaillé dans les crèches. Donc vous avez habité sur Toulouse rapidement. Où est-ce que vous avez vécu? J'ai habité Paris. Oui, donc oui. Voilà. J'avais oublié. J'ai habité Paris. J'ai habité un certain nombre d'années à Toulouse. D'accord. Je me suis mariée avec un fils de réfugié espagnol. Donc je me suis séparée, mais avec qui j'ai des liens étroits et qui est un homme tout à fait formidable. Nous avons eu une fille que nous avons appelée Sol. Voilà. Ça surprenait au début, elle est en 78, Sol, bon, pourquoi, enfin bref. Mais on avait traversé cette étape où il était préconisé de ne pas appeler les enfants avec des prénoms originaux, parce que sinon, bon. Donc nous avons appelé notre fille Sol. Et ensuite, je suis partie habiter dans le Tarn. D'accord. Voilà. J'ai travaillé ici à la Pouponnière-Bosquerolles. Ici, je travaillais à Purpan, je travaillais à la Pouponnière-Bosquerolles. Puis je suis partie travailler dans le département, dans le Tarn. D'accord. Où j'ai vécu et où je vis encore. Voilà. Très bien. Et donc, est-ce que vous avez, parce que du coup, l'Île-sur-Tarn, là dans le Tarn, vous avez gardé quel lien vous avez avec Toulouse? Enfin voilà, comment, vu que je sais que vous avez des engagements aussi aujourd'hui. Au centre. Oui. C'est-à-dire que le lien avec Toulouse, il se créait parce que nous avions l'habitude de venir avec mon père surtout, parce qu'il était plus mobile, c'était plus facile. Nous avions l'habitude de venir pour le 19 juillet. Donc les liens, on les avait tissés il y a longtemps. Et en même temps, comme je voulais rappeler, c'est que quand on est enfant de réfugiés ou de républicains espagnols, de réfugiés, comme on disait, de républicains espagnols, qu'on va au 19 juillet, on entend parler de certaines personnes. Donc, on échange immédiatement. C'est notre identité. Enfin, je ne sais pas si je peux dire notre identité, je ne sais pas. En tout cas, avec les enfants de réfugiés espagnols, nous nous reconnaissons. Nous parlons, nous abordons et nous nous reconnaissons. Il y a des liens qui ont été créés, qui sont tissés très forts et qui font que ce n'est pas du tout surprenant que je me sois avec des personnes de Toulouse, comme Placer, comme Seika, comme Suno Navarro, comme Marisol, qui étaient plus âgées que moi. Et qu'au cours du temps, quand nous nous sommes vus, au cours justement les 19 juillet, des rassemblements comme ça, nous ayons ressenti ce besoin de ne pas, en voyant petit à petit disparaître ses compagnons et ses compagnes, et nous avons eu un sursaut et nous nous sommes dit, mais c'est pas possible, ça peut pas disparaître, ça fait partie de notre histoire. Et on s'est dit, mais il faut vite qu'on se dépêche, il faut prendre le relais maintenant. Parce que nos parents nous ont transmis des valeurs et des choses, et puis ils ont fait beaucoup de travail, ils ont fait beaucoup d'activités, et pourquoi ça disparaîtrait? Ça fait partie de l'histoire de Toulouse, de la France. Voilà, Toulouse, c'était comment dire, le lieu où on se rassemblait. Voilà.
Il fallait être à Toulouse. Et vous dites que là, puis vous habitez encore dans le Tarn. Il y a des liens avec une communauté d'exilés espagnols ou d'Espagnols dans cette partie-là. Est-ce qu'il y a Est-ce que là, c'est vrai qu'il y a Toulouse, là où vous êtes? Là où je suis, mis à part, comment dire, il n'y a pas eu une concentration possible comme à Toulouse. Bien sûr. Il y avait certaines... J'ai rencontré à travers les activités de mon père, par les activités de mon père, j'ai rencontré beaucoup d'exilés, de réfugiés, de républicains espagnols, de Gaillac, de l'Île-sur-Tarn, d'Albi. Bon. Mais tout ça, j'avais comme l'impression qu'il fallait que ça se rattache à Toulouse quand même. D'accord. C'est ici que les choses se passaient. Et c'est vraiment Toulouse C'était le pivot, ouais, c'était d'ici que les choses, se passaient vraiment. D'accord. Et vous dites du coup que vous avez, voilà, dans ces rassemblements, même à Toulouse, et puis enfin, voilà, des liens directement qui se faisaient avec des enfants d'exilés. Lorsque vous étiez ensemble, est-ce que vous parliez français ou est-ce que vous parliez espagnol? Quand j'étais toute petite, je parlais espagnol. Je parlais espagnol, tant que souvent je passais toutes mes grandes vacances avec mes grands-parents maternels. Donc j'arrivais au mois d'octobre, parce qu'à l'époque on rentrait, je crois, à l'école en octobre. Je parlais plus espagnol que français. À cette époque-là, ma tante du côté paternel, l'érudite, on va dire, de la famille, disait c'est dangereux, parce que c'est ennuyeux qu'elle parle uniquement l'espagnol, parce qu'elle va avoir du mal à comprendre le français. Oui, à l'école. Aujourd'hui, heureusement, on a dépassé ça. Hein. Mais à cette époque-là, elle nous disait qu'il fallait absolument qu'on ne mélange pas les langues, parce que j'allais avoir des difficultés. C'était ce qu'on nous disait. Bon, n'écoutez pas trop tout ça. Hein. Et puis petit à petit, on a parlé, mes parents nous parlaient en espagnol, et puis nous avons continué à parler entre nous en français. D'accord. Voilà. Ensuite, c'est plus tard. Moi, je n'ai jamais oublié de parler espagnol. J'ai parfois, avec mes grands-parents, surtout avec la grand-mère, la maman de mon papa, je parlais l'espagnol. D'accord. Mais elle parlait français? Pas trop. Ouais. Elle le parlait à sa façon. Donc, je lui parlais espagnol. Mon père, j'essayais de lui parler en espagnol, mais comme souvent, il nous corrigeait la prononciation, on essayait de prendre le chemin le plus court et on parlait le français. Bon, je disais, ah, tu veux pas? Eh bien voilà, ça va faire ça. Et après, dans les fratries, non, sauf si on voulait se dire des choses pour que les autres ne le comprennent pas. Mais on parlait le français. Voilà. Sauf, je vous dis, avec les personnes âgées de notre entourage, les tantes, là, on parlait l'espagnol. Avec les enfants, vous m'avez dit, parce que je suis en train de m'éloigner, oui, avec les enfants, on parlait le français. Il y avait des enfants qui parlaient en espagnol, c'était formidable. Hein. Vraiment, c'était un plaisir. Dans ces cas, il fallait faire comme eux. Alors, les enfants, c'était vraiment parler en espagnol. Très, très bien. Ah oui. Et ensuite, en tant qu'adulte, avec les enfants de réfugiés espagnols, vous parlez français? On parle plus facilement le français, oui. Mais ça peut nous arriver de dire des choses en espagnol. Quelques expressions? Oui. Ou si on se réfère à des auteurs ou des choses comme ça, on peut mélanger sans problème la langue. Oui. Quand est-ce que vous êtes allé en Espagne pour la première fois? Alors, j'ai accompagné mon père. Mon père est allé en Espagne juste avant la mort de Franco, parce qu'il avait promis à ma grand-mère, qui était encore en vie, qu'il la raccompagnerait une dernière fois. Donc, il y est allé dans les années 68, quelque chose comme ça.
Ils n'ont pu rester que 48 heures. Ils étaient, s'était présenté comme caution Ah oui, d'accord. pour qu'ils puissent rester là-bas et repartir le plus vite possible. Et il y est revenu. Et à ce moment-là, je suis revenue avec lui. D'accord. Voilà. Mais on n'allait pas en Espagne comme nous y allons aujourd'hui. Hein. C'était déjà compliqué. Et puis risqué, bien sûr. Et puis il n'avait pas les moyens. La route, aujourd'hui, c'est facile. On va en Aragon en 4h30. À l'époque, ça prenait un jour. Et puis d'abord, il y avait cette question du franquisme qui empêchait qu'on y aille. Voilà. D'accord. Et puis ensuite, quand Franco est mort, à ce moment-là, c'est revenu de manière plus aiguë pour mon père. C'était je veux revenir en Espagne, je suis retenue ici parce que mes enfants ont fait ou font des études, mais je veux revenir en Espagne parce que dans mon village, j'ai des choses à dire. Et votre mère, elle avait ce désir de revenir en Espagne. Comment est-ce qu'elle prenait ces choses-là, elle? Pour ma mère, c'était un petit peu plus, comment dire, c'était un peu plus inquiétant de devoir partir. Mais bon, la confiance qu'elle avait dans mon père faisait qu'elle a tout accepté. D'accord. Oui. D'accord. Et du coup, la première fois, même les 2 premières fois où votre père est revenu en Espagne, enfin, il retourne en Espagne où c'était encore Franco au pouvoir, il est allé voir de la famille. Donc, c'était à quel endroit en Espagne exactement? C'était à Huesca. D'accord. C'était très difficile. J'avais l'impression que mon père était, comment dire, hein, c'était difficile pour lui de revenir. Je sentais qu'il y avait beaucoup d'émotions, je sentais qu'il y avait beaucoup d'interrogations, il y avait beaucoup d'inquiétudes. C'était un aller-retour fugace, on va dire. Rapide. Très rapide. Donc il essayait de comprendre ce qui se passait dans ce pays. D'ailleurs, je crois que c'est ça qui a fait qu'il s'est dit, mais il faut que je revienne. Il était... D'abord, lui-même, quand il est passé dans son village, et nous sommes passés dans le village, on a soulevé des interrogations. Mais en fait, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Et qui sont-ils? Ah oui, mais ce sont eux. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Soulever des problèmes, ça va nous créer des ennuis. Enfin, c'était presque un rejet de la part des autres, pas de la famille qui était enchantée. Bien sûr. Mais les personnes du village, ça a dû leur soulever une telle terreur des représailles qu'ils avaient vécues. Une peur. Qu'ils se sont dit, s'ils reviennent, ça va continuer ou recommencer. Exilé, il a été, je crois qu'exilé, il est encore dans son village. C'est pas facile. Même encore aujourd'hui. Oui, c'est pas facile. Parce que du coup, là, après, donc, une fois la mort de Franco, donc votre père est retourné aussi en Espagne plus facilement. Quel lien il a pu avoir avec son pays à partir de ce moment-là? Il est avec 2 autres compagnons qui sont Fabian Bispe et Alejandro Pascual, qui habitent lui à Berzon, et Fabian habitait à Albi. Ils étaient tous les 3 du même village. Ils avaient le même engagement syndical. Et pour eux, c'était un devoir de revenir en Espagne et de continuer sous une forme. La démocratie, il fallait voir comment ça allait s'appliquer, quoi. Et donc, ils sont revenus ensemble. Ils sont revenus les 3. Ensemble, les 3, oui. Ils ont fait... ils ont rencontré beaucoup de gens là-bas. Ils ont forcé, on va dire, les portes. Probablement, ils étaient sous haute surveillance, ça c'est sûr. Quand ils allaient en Espagne, c'était une épopée. On préparait le voyage,
Ils allaient en Espagne, c'était une volonté inimaginable. Il fallait venir de Vierzon pour aller rendre, passer ici, prendre mon père, prendre Fabienne, ces 3 hommes qui avaient été presque, on va dire, quand même élevés par des femmes comme des coqs en pâte, je peux le dire. Ils partaient là-bas dans une excursion un peu folle et ils allaient rencontrer des gens qui avaient vécu la répression en Espagne. Ils ont forcé beaucoup les portes, ça n'a pas été facile. Ils sont arrivés à très peu d'années après la mort de Franco. Ils ont demandé à voir, là je les ai accompagnés moi pour voir les archives. Ils se sont mis comme objectif de dire la vérité dans ce village, de restaurer la vérité, de faire reconnaître les 30 personnes qui ont été assassinées comme des victimes du fascisme, de rechercher, savoir ce qui s'était passé dans le village, avec les familles. C'était très difficile de les faire parler. Ça a été leur combat, ça. Arrivés là-bas, ils étaient pacifistes. Hein. C'est un combat pacifiste. Oui. Et mon père a dit, bon, ben, moi, si je veux revenir ici et faire mon travail, il était comme tout bon maçon qui se respecte, il a dit, il nous faut un pied-à-terre. On ne peut pas récupérer la maison qui nous appartient. Aucun ne pouvait récupérer la maison qui leur avait appartenu. Elle était reprise par le propriétaire, revendue, etc. Aucun, d'ailleurs, ne pouvait récupérer sa maison, pas pauvre d'ailleurs, une maison. Et mon père a dit, bon, ben, moi, pour que nous puissions revenir, je vais faire un pied-à-terre ici, à n'importe quel prix, mais je vais le faire. Très difficile de trouver une maison à vendre, hein. C'était pas possible. Tous imaginaient que c'était Crésus qui revenait. Non, c'était pas Crésus qui revenait, mais c'était pas possible non plus. Personne ne leur a facilité une vente quelconque de maison. Donc il a trouvé un endroit, un terrain, et motivé par ma mère aussi, qui était toujours en train de le motiver, il a réussi, il a pu acheter un bout de jardin dans le village, et il a construit sa maison. Beaucoup de difficultés, mais il a construit sa maison, mais aussi avec l'aide de cousins qui avaient là-bas une entreprise qui l'ont aidé. Bon, mais avec beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices. Et enfin, il avait son pied-à-terre là, et là pouvait continuer la rencontre avec ses compagnons de France, et avec qui que ce soit d'ailleurs, puisque là est reparti le combat de là. Il n'avait pas besoin de demander l'hébergement à qui que ce soit et le mettre en danger. Donc sa maison, c'est devenu le lieu où on pouvait de nouveau se rencontrer, se croiser, et là on a assisté à des discussions jusqu'à 3h ou 4h du matin pour faire un monde nouveau, comme avant. C'est ça. C'était dans quelles années ça, où il a décidé de construire sa maison? Ça a été dans les années 79, 80, par là, 80 je pense. Oui, donc assez rapidement après la mort de Franco. En fait. Oui. Pour lui, il fallait aller très vite. Dans les années 80, tant qu'il a dit « j'ai de la force, je vais le faire », ça nous a demandé beaucoup de sacrifices, mais c'était fait en même temps avec une telle passion que c'était... Voilà, on le prenait bien. Il y passait du temps, du coup, en Espagne, ou c'était que de temps en temps? C'était de temps en temps. C'était de temps en temps. Oui. Quelques jours comme ça, voilà. entre... D'accord. Parce qu'il travaillait encore, votre père, à ce moment-là. Donc, il faisait des sacrifices sur le temps aussi. Il partait 3 jours, il partait 8 jours. Et il travaillait sans arrêt pendant 8 jours. D'accord. Et là, vous parlez des 2 amis donc, qui l'ont accompagné. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans son entourage, dans votre entourage, qui sont assez vite retournées en Espagne pour quelques motifs que ce soit? Alors, il y a eu des personnes, je ne vais pas employer les noms parce que j'ai peur de me tromper, il y a d'autres réfugiés espagnols qui sont venus, enfin, à la mort de Franco, beaucoup ont tenté, pas un retour définitif, mais sont revenus. Oui, ils sont donc ça, revenus. vous l'avez vu dans votre entourage? Il y en a plusieurs qui... Ils sont venus. Alors certains étaient naturalisés français. Bon, alors ils venaient plus
tranquille. D'ailleurs, ils sont même venus avant. Bon. Oui. Et d'autres, non, avaient gardé la nationalité espagnole. Mais je pense que tous ceux qui ont pu, la plupart, sont revenus un peu en Espagne. Oui. Et beaucoup d'enfants aussi ont fait le trajet avec eux et sont revenus. Après, bien, les enfants avaient grandi, s'étaient mariés, ils avaient leur métier, c'était pas facile. On ne nous a pas dit, les enfants l'Espagne a mis du temps avant de nous dire, mais revenez. Voilà, on aurait pu revenir. On avait fait des études, beaucoup de gens avaient fait des études, et je pense que pour la société espagnole, ça aurait été une richesse. Maintenant, cette richesse, puisque les études avaient été faites en France, ben, on l'a rendue à la France. C'était normal, je tentais que peut-être le mot richesse est un peu fort, mais bon. Oui, non, en tout cas, ce savoir-là, voilà, c'est resté en France. Bon. Oui. C'est sûr qu'avec les parents que nous avions, on ne pouvait pas, on n'avait pas des parents qui avaient fait Polytechnique et qui étaient issus des grandes familles. Donc les seules portes qui pouvaient nous être ouvertes, c'était les portes qu'on ouvrait aussi aux enfants français, des travailleurs comme nos parents. Il n'y avait pas l'ascenseur social, là, c'était juste être professeur ou bon, on en avait conscience de ça. L'Espagne n'a pas demandé aux réfugiés espagnols, il a mis longtemps avant de reconnaître tout ça. Oui. Et votre mère a accompagné votre père? Tout le temps. Tout le temps, d'accord. Ils y allaient toujours tous les deux? Oui. Exceptionnellement, il y allait seul ou avec d'autres personnes qui allaient l'aider pour le travail. Mais maman a essayé de l'accompagner le plus souvent possible, oui. Et vous, de temps en temps, donc? Et nous, en fonction de notre disponibilité, de notre travail, oui. Dans les années fin 70-80, vous avez un de ces voyages-là qui vous a plus marqué, ou vous avez des souvenirs à nous partager? Ce qu'on a fait, on a pleine imagination, on va dire, aussi. On a organisé, mais alors je ne pourrais pas vous dire si c'est en 86 ou 7 peut-être, la traversée des Pyrénées, le retour. D'accord. Oui, je pense qu'on devait être on a décidé qu'on allait revenir en Espagne à pied, comme il l'avait fait, à travers les Pyrénées, par Luchon. Et donc, on a fait une partie en voiture, bien sûr, jusqu'à Luchon, l'Hospice de France, etc. Et on se retrouvait à peu près avec une quarantaine de personnes qui nous ont accompagnés pour traverser. Et nous avons été accueillis par le maire du village à Benasque et par le maire du village de mon père qui est venu nous chercher à la frontière. Voilà, alors on a fait cette traversée-là. Ça a été très, très émouvant de faire ça et d'arriver, ce groupe aussi fort. Depuis, ils sont habitués, le village, de nous voir arriver si nombreux. Mais au début, quand ils ont vu arriver tout ce groupe de plus de 40 personnes avec beaucoup de réfugiés, ils se sont demandé... Bon, on a organisé aussi des rencontres dans le propre village avec des réfugiés espagnols. Et ce voyage-là a été très important. Un autre, ça a été lorsque nous avons été en voyage avec ma fille Sol, qui conduisait déjà, et mon père, et que nous sommes passés par la partie Saint-Lary. Et mon père, dans l'enfance, nous parlait souvent d'une époque où il avait été dans les maquis, là, sur Tramesaïgue, dans le Rio Majou. Et puis pour s'amuser, pour rendre l'histoire un peu amusante, il me disait que, pour un peu chatouiller la jalousie de ma mère, il parlait d'une fiancée qu'il avait eue à Tramesaïgue. Ça rendait la chose plus amusante. Et à l'occasion d'un voyage, d'un aller, en Espagne, je ne sais plus pour quelle raison, ma fille était déjà grande, ma fille aînée. Nous sommes repassés en dessous de Tramesaïgue et je dis à ma fille, enfin, et si on y passait à Tramesaïgue, sans le dire à papy? Alors elle me dit, ben oui, on y passe.
Et elle a monté la colline en voiture. Et mon père lui dit, mais où tu vas, Sol? Écoute, on va à Tramesailles. Il n'y était pas revenu depuis 1944. Ah. Ça faisait 50 ans Ouais. qu'il n'était pas revenu là. Et on est descendu. Mon père était un peu assommé, mais il a reconnu le village, il a reconnu une maison. Et il nous avait parlé d'une famille qui s'appelait la famille Courrèges, qui était un point de ralliement du maquis, en fait, de la résistance. Et il ressemblait beaucoup au fils de M. Courrèges, qui lui était en prison en Allemagne. Et il avait été toujours très bien accueilli par cette famille Courrèges. Et si, je ne sais pas si le temps me permet de raconter une petite anecdote, oui, je ne sais pas. Bon, on sort, on laisse mon père regarder, on le laisse tranquille. Parce qu'il ne voulait pas s'avancer dans le village. Il était très réticent. Et il se trouve qu'il y avait une dame qui avait une très jolie maison, là, et un chien a sauté dans son petit jardin et a commencé à renverser des pots de fleurs, tout ça. Et elle est sortie, elle dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe avec votre chien? Alors, on a dit, écoutez, non, ce chien n'est pas à nous, on est là en visite, on n'a pas d'animaux. Ah bon, bien. Et alors à y être, mon père lui dit, vous savez, voilà, bon, comme les gens dans les villages aussi prêtent davantage attention à ceux qui sont à ceux qui arrivent en visite, elle a eu l'air de dire, mais un peu, qui êtes-vous? Et mon père raconte, bien voilà, moi. Ma petite fille et ma fille ont voulu à tout prix m'amener aujourd'hui à Tramesailles, j'étais là en 1944. Il a dit doucement, oh oui. Il dit oui, j'ai souvent croisé ici, on montait au Rio Majo, et puis en bas, j'allais voir la famille Courrèges, c'était elle qui m'hébergeait. Et il a dit oui, voilà, enfin, on était dans la résistance, dans les maquis, on passait là. Elle est sortie. Et ils ont parlé de la famille Courrèges, qu'elle connaissait bien. Cette dame était dans les maquis à l'époque. Et elle lui a dit, je vous remercie. Il lui a serré la main, elle a dit, je vous remercie, monsieur. C'est grâce à des personnes comme vous que la France s'est libérée du fascisme. Et je vais vous accompagner parce que vous allez rencontrer le fils de monsieur Courrèges. Et là, ça a été un moment aussi fort. Bien sûr. Ça a été très émouvant. Et puis nous sommes partis. Et à partir de là, nous avons fait d'autres voyages comme ça, dans d'autres lieux. Mais je pense que le facteur déclenchant, c'était ce passage par Tramesailles. Ah oui, ça a été... Ça a été pour mon père l'ouverture de quelque chose, l'ouverture du possible, d'un retour sur son passé. Et peut-être que pour lui, je ne sais pas, ça, c'est moi qui... C'est vous qui... Voilà. Peut-être c'était douloureux de nouveau de rouvrir cette porte en arrière. Et finalement, ça lui a permis de l'ouvrir et puis de se rassurer, puisqu'il a rencontré des gens formidables, reconnaissants, enfin... Oui, c'est ça. Les remerciements. Vraiment, ça l'a aidé à ouvrir cette porte. Ça a été un moment émouvant. Et c'était important pour moi parce que ma fille était là. Oui, ça c'est bien. Je n'avais pas besoin de le dire, elle participait. Ça l'a beaucoup touchée. Je peux bien vous croire. D'accord. Ouais, donc là, voilà, juste une petite question par rapport à l'événement que vous avez parlé avant, où vous avez souhaité organiser le passage à pied, un petit peu le sens inverse. Vous dites qu'il y avait à peu près 40 personnes. Oui. C'était qui, ces personnes qui ont fait le trajet avec vous? Alors, c'était parmi il y avait des réfugiés espagnols, des enfants de réfugiés espagnols. Il y avait Alejandro Pascual qui a pu traverser, lui à pied, bien sûr, téméraire, plus jeune que mon père. Fabian, non, il nous attendait de l'autre côté. Certaines personnes nous attendaient de l'autre côté. Ce n'était pas possible pour elles de faire la marche à pied. Hein.
Il y avait aussi des étrangers, il y avait des Allemands, il y avait des Français, il y avait entre autres Santiago Mendieta, dont peut-être vous avez entendu parler. À l'époque, il avait fait le reportage sur Pyrénées Magazine, justement. Il y avait il y avait aussi Fanou Bousquet, qui était journaliste à Sud Radio, qui nous a accompagnés. Enfin, il y avait des gens de la région ici. Oui. Et du coup, ça a été organisé. Enfin, je veux dire, comment ça a été organisé? Est-ce que c'était lié à une association? Est-ce que non, c'était nous qui l'avions. C'est nous qui l'avons organisé. Alors, avec les difficultés que ça représente, parce qu'après il y avait l'hébergement qui n'a pas été facile, mais c'est venu de notre. De votre famille. De notre voilà. D'accord. C'est notre famille qui a décidé de faire ça, et ça c'est. À ce moment-là, il y avait peu encore d'associations mémorielles, tout ça, on n'en parlait pas. Non. Tout comme on a organisé plus tard un retour sur Caspe, qui était la capitale du Conseil d'Aragon, ça a été aussi une initiative de notre famille. Ça aurait pu faire un flop complet. Mais on s'est retrouvés à 80, finalement, c'était pas mal. Oui, c'est pas... En Espagne, ça nous avait été facilité aussi, à ce moment-là. Mais ça venait de notre famille. D'accord. Oui. Donc voilà, on parlait des retours de votre père, voilà, assez vite, cette maison qui s'est construite, certains voyages voilà, que vous nous avez partagés. Et au fur et à mesure, parce que si j'ai bien compris, votre père aujourd'hui vit en Espagne. Voilà, les 3/4 de son temps, et comme il est âgé, il a 98 ans, même s'il est actif, c'est surtout parce que maman, ayant plus de 90 ans aujourd'hui, elle n'est pas mobile comme elle l'était avant. Ils sont plus souvent là-bas, on va dire, qu'ici. Ça fait combien de temps, du coup, qu'ils sont à peu près plus souvent là-bas? Eh bien, ça a commencé une dizaine d'années, ils ont commencé à y rester de plus en plus souvent, et on va dire depuis 6-7 ans, ils sont pratiquement toujours là-bas. Oui. Et quel, j'allais dire quel travail, c'est pas un travail, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Alors là-bas, eh bien, les associations, mais bon, là-bas, il a adhéré de nouveau à son syndicat. D'accord. Déjà, c'était pour lui un moyen de rentrer en contact avec la vie syndicale espagnole. Et ensuite, il y a eu la transition et l'ouverture vers la mémoire espagnole. Donc il a pris sous le bras tous ces écrits, et il a décidé de faire un travail. Enfin, il a voulu à tout prix, il ne pensait pas que c'était très important. Enfin, il pensait que c'était très important, mais il ne savait pas l'ampleur que ça allait avoir. Ah oui. Il avait écrit sur ce qui s'était passé en Espagne, jusqu'en 1936 et jusqu'en 1939, sur ce qui s'était passé dans son village. Pour lui, il se disait, il n'est pas le seul à détenir la vérité. Mais en tout cas, il voulait dire ce qu'il avait à dire sur son vécu, le vécu de sa famille et de bon nombre de familles d'exilés. Donc, c'était ça son objectif, c'était de faire paraître, et il a eu la possibilité de rencontrer Raúl Mateo Tal, qui était un historien, et qui allait dans son sens, qui était dans son même syndicat, et qui a dit, moi, ton travail m'intéresse, tes mémoires m'intéressent, on peut faire ensemble. Moi, c'est l'histoire, toi, c'est le témoignage, on peut faire un travail ensemble. Donc, il a édité un livre. Voilà. Et ça lui a fait beaucoup travailler, hein, bien sûr. Et à partir de là, beaucoup de personnes sont venues le voir. Du syndicat, des journalistes, des gens qui écrivent, des gens qui mènent des expériences libertaires dans le pays, etc. La radio, la télé, enfin, je ne sais pas comment il fait. Moi, j'ai mal fou aujourd'hui, alors je ne sais pas comment il fait, lui. Il a eu, jusqu'à présent, il a été en bonne santé, il a été énergique, et comme il est dynamique, il a voulu participer à un maximum de choses. Il adore le cinéma, il aime aller au théâtre, il aime aller aux expositions, il aime les rencontres, il aime parler, il aime échanger.
échanger avec les gens qui ne parlent, qui sont pas du tout de son bord d'ailleurs. Hein. C'est vraiment pour lui très très important. D'accord. Vous savez, dans le village, il adore s'arrêter et parler avec le curé. Vraiment, comme ça, au moins les choses sont dites et sont claires. Voilà, donc et ici, malheureusement, les familles, les amis, les beaux-frères, tout ce qui a fait cette richesse, petit à petit, ils disparaissent, ça s'étiole. Donc il reste presque le seul aujourd'hui, il y a 98 ans. Là-bas, il ne vit qu'avec des gens jeunes, pratiquement. Donc il vit. Bien sûr. Il a une vie très active. Il faut même limiter les appels téléphoniques et tout. Donc il est très content. Je vous dis, il continue à écrire tous les jours. Il écrit. D'accord. Il écrit pour lui, ses mémoires. Enfin, il écrit ce qu'il a vécu. Voilà. D'accord. Pour lui, c'est aussi peut-être, presque une thérapie, l'écriture. Ouais, il écrit tous les jours. Il a toujours trouvé un moment pour écrire, s'isoler et pour lire. Toujours. Il écrit, il réfléchit, il lit, il échange avec les gens. Bon, voilà, il aide ma mère dans ce qu'il peut. Il est très sollicité. Il permet beaucoup d'échanges entre les personnes. C'est un lieu vraiment d'échange, la maison de mon père. C'est très enrichissant pour moi, qui me charge beaucoup de son secrétariat maintenant, pour mes filles, pour ma nièce, pour mes neveux. Enfin, il me semble que c'est très important. Il me semble. En tout cas, chacun y trouve, il prend ce qu'il veut. Ouais. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous arriveriez à dire, enfin, peut-être un peu, qu'est-ce qui l'anime, en tout cas, quel est son objectif aujourd'hui, avec ses écritures, ses échanges, notamment auprès des jeunes, ce que j'ai compris, qu'est-ce que le... Alors, bon, mon père a toujours été adhérent à la CNT, syndicale. Voilà. Ce qu'il transmet, ce sont aussi ses valeurs. Ce qu'il transmet, c'est sa vision de l'organisation du monde. C'est comment vous dire, ses expériences, son énergie, parce qu'il en a, finalement. Il dit que certaines choses ne sont pas des utopies, mais qu'elles ont été possibles, et ça c'est très important. Et puis il est aussi à la recherche de la justice, de la vérité. Il a cherché, ça a été son dernier travail, là, il a mis beaucoup de temps à accepter cette recherche. Il a toujours recherché où étaient ses frères. Et il savait des choses, il en a accumulé. C'était pas facile de le savoir. Mais au fond, ça a été un de ses moteurs. Jusqu'à ce qu'il mûrisse, il a été sollicité par une association de récupération de mémoire historique, à la fois qui fait des recherches, mais de façon, on va dire, comment on peut dire ça, des fouilles très... pas j'ouvre un espace, je recueille des restes, non, de manière scientifique, voilà, avec des archéologues, avec des anthropologues. Bon. Il a été amené à rencontrer cette association qui aussi était investie auprès du Valle de los Caídos et qui lui a proposé son aide pour rechercher son frère, ses frères, ou tout au moins son frère. Il avait beaucoup d'éléments déjà par rapport à la possibilité de retrouver cette fosse, grâce justement à Raoul, cet historien. Ah oui. Voilà. Ils avaient fait suffisamment beaucoup de recherches et ils étaient proches de savoir pratiquement, ils étaient pratiquement sûrs qu'il y avait une fosse qui se trouvait dans un petit cimetière et que probablement, si on ne les avait pas touchés, ils étaient là, ceux d'Angouès.
Ça lui a demandé beaucoup de réflexion. Ouvrir une fosse, c'est certainement quelque chose, une décision qui est certainement très difficile à prendre pour un proche, pour de multiples raisons. Et puis il a décidé qu'il fallait le faire. Donc ça s'est fait en plusieurs étapes. Et il avait raison, parce que cette fosse, nous avons pu nous trouver, parce que j'étais avec lui, ma sœur a participé aussi, des amis qui sont venus de France, des personnes d'Espagne. Effectivement, nous avons, d'abord j'ai vu ce qui se faisait, j'ai compris ce que c'était qu'une fosse, j'ai compris ce que c'était qu'un travail fait par des archéologues, et nous avons découvert les 29 personnes qui étaient assassinées, qui étaient là, et nous avons même, il nous a été dit par les archéologues que c'était un des cimetières d'Aragon où il y avait le plus de fosses. Elles se touchent. Le but, c'est pas de récupérer les restes de son frère et de les mettre dans un cimetière quelconque. Nous avons, il a fallu déjà faire un travail auprès des familles, parce que c'était pas que la recherche de son frère. Oui, il y avait 28 autres. Voilà. Ça a été dur pour mon père. Il s'est retrouvé confronté à du silence, presque de l'indifférence, de la peur. On a pris le relais avec ma sœur. Et on s'est rapproché des petits-enfants. Grâce à son travail à lui, à travers les listes électorales, etc., comme il a cette mémoire, on a pu retrouver les descendances. Nous nous sommes rapprochés des enfants ou des petits-enfants qui, eux, aujourd'hui, veulent savoir. Donc, nous avons obtenu, oui, nous voulons savoir, oui, nous sommes prêts à donner notre ADN pour identifier notre grand-père, notre grand-oncle, etc. Et on a fait ce travail avec lui, parce qu'à un moment donné, il était prêt à... C'était dur. Oui, puis il était prêt à abandonner, seul. Quand on se retrouve devant des murs, c'est trop douloureux. On a fait ce travail, nous avons pris le relais avec ma sœur, et on a obtenu, sur les 29, mais comme la plupart sont parents, 14 familles qui ont dit oui à cette recherche. Donc cette fosse a été ouverte. Aujourd'hui, les ADN sont en train d'être pratiqués. Et il est convenu qu'ils reposeront de nouveau ensemble dans le même cimetière, parce que c'est un lieu de mémoire. Il ne s'agit pas de faire maintenant, les faire disparaître. D'ailleurs, il a beaucoup travaillé aussi à un projet qui a été financé par l'Union européenne, sur la mémoire justement. Et ce cimetière, il fait partie il est intégré à une colline. Une colline boisée de sapins qui était un peu à l'extérieur du village, de la ville de Huesca à l'époque franquiste, où on a installé ensuite les gitans. Les pauvres, on les a expulsés de ce lieu. Il était question de poursuivre des travaux pour en faire une zone industrielle. Mais certaines personnes s'y sont opposées. Et pour cause, parce qu'ils savaient qu'il y avait le cimetière, qu'il y avait... Bon. Et bon, tout ce cheminement a fait que les différentes associations mémorielles ont discuté pendant près de 10 ans avec les différentes mairies de la ville. Et au final, on a fait de ce lieu un lieu de mémoire. D'accord. Voilà. Il y a une pyramide tronquée avec 540 noms, 540 fusillés. Et elle est tronquée parce qu'il faut la finir. C'est un très bel endroit où les gens peuvent aller se promener, s'aérer. Bon. Et ce cimetière était là un peu comme une verrue, en fait. Mais c'est lui qui recèle tout, en définitive, puisque les gens sont là, en partie. Et on voudrait l'intégrer à ce lieu de mémoire, à ce cimetière. Puisqu'on nous demande notre avis, nous allons émettre des propositions. On verra après ce qu'on en fera, parce qu'il ne faut pas les faire disparaître. Ils ont attendu qu'on les porte à la lumière, maintenant il faut qu'ils y restent. Voilà. Oui. Et votre père, du coup, vous disiez, il a recherché ses 2 frères, il avait 2 frères. Oui, 2 frères, 2 frères. Et il recherchait aussi à travers ça les autres aussi, parce qu'il les a tous connus.
Tous ceux qui ont Ah oui, disparu là, il d'accord, les il a les connus. connaissait. Il les a vus, grands, chanter, jouer, travailler. Bon. Mais il n'en trouvera qu'un, je dis trouvera qu'un, parce que l'autre a été assassiné le 23 août 1936, alors que D'accord. le second c'est le 2 ou 3 janvier, le 2 janvier 1937. Et c'est pas dans le même cimetière qu'il a été Oui, mis. Voilà. d'accord. Il y a une fosse commune dans un autre cimetière. Et cette fosse commune, elle a été recouverte de béton et de ce qu'on appelle des nichos en Espagne. Donc ce n'est pas accessible maintenant. D'accord. Tandis que là, c'était un cimetière qui était à l'abandon. Donc Oui, c'est tout à fait d'accord. c'était possible. Oui. Et ça, par rapport à ces deux frères-là, ils l'ont tout de suite su, donc votre père, son frère et ses parents, vos grands-parents, comment est-ce que ça a été su Non. ce qu'il leur sort? Quand les parents, eux, toute cette jeunesse, on va dire, ces jeunes ont été raflés, on va dire ça comme ça, parce que c'était et emportés dans un camion au moment, le 23 juillet 1936. Non, ils ne savaient pas que leurs enfants étaient, ou leurs maris étaient fusillés, pas du tout. Ils les pensaient en prison. Rien ne... La seule chose qui les a fait douter, et qui leur a dit qui a dit à mes grands-parents que certainement c'était le sort qui leur avait été réservé, c'est qu'il y a une lettre qui est sortie clandestinement écrite de la main d'un copain, d'un compagnon à leurs enfants, frères de mon père, qui disait, bien sûr en espagnol, qui s'adressait aux parents et qui leur disait au revoir, et qui leur disait que textuellement, la burguesía de Angüés nos mata, ça veut dire la bourgeoisie d'Angüés nous tue, nous condamne à mort. Donc eux, la lettre est arrivée, et cette lettre a été lue, donc eux, ils étaient condamnés à mort. Donc les grands-parents se sont dit, les autres, ça doit être pareil. Mais ils n'ont pas reçu de papier leur disant qu'il était mort, ni même un message quelconque. Il n'y avait que cette lettre. Ma grand-mère, au fond d'elle, elle a toujours gardé l'espoir que ses enfants étaient peut-être vivants dans une prison d'Espagne. Parce qu'ils ne savaient rien quand ils sont passés en France. Bien sûr. Et comme toute mère, tant qu'on n'a pas la preuve on espère. On espère. Ouais, elle espérait. Mais bon, après, je pense qu'ils ont dû avoir des nouvelles qui leur ont confirmé qu'il fallait plus espérer. Parce que là, du coup, vous donnez les dates exactes. Quand est-ce que votre père a su exactement situer les deux, pour ses deux frères Voilà, je donne les dates exactes parce qu'à l'occasion d'un voyage avec Fabien Bispé, et moi-même qui conduisais la voiture, je ne peux pas vous dire précisément si c'était, à quelle date c'était, mais ça devait être, ce serait intéressant que je m'en préoccupe d'ailleurs, juste avant les années 80, peut-être en 80. D'accord. Nous sommes revenus en Espagne avec mon père et Fabienne, et il y avait encore le Primo Jesus qui avait fait la prison, qui avait été condamné à mort, qui ressemblait énormément à mon père, et qui l'accompagnait, qui le recevait chaque fois que mon père allait en Espagne, et qui était en vie, et qui savait la recherche de mon père, et qui nous a accompagnés aux archives de Huesca, à l'archivo, ils appellent ça l'archivo. Alors peut-être que c'est pas tout à fait les archives, c'est le registre civil peut-être. Peut-être. Voilà. En tout cas, les documents. Voilà. Et une dame qu'il connaissait nous a reçus et nous a fait voir les registres qui contenaient les décès de Huesca. Et là, alors la période entre 36 et 39, alors que les registres n'étaient pas plus épais que ça, là c'était des registres épais comme ça.
Et je les vois. Alors, mon père avait oublié les lunettes. Bon, on va vous dire, vraiment. Bon, donc, on était dans un tout petit espace confiné et elle nous a mis les registres là. Je me souviens d'avoir ouvert les registres et d'avoir lu la liste et d'avoir trouvé les noms des personnes, les noms des frères de mon père, la date de sortie de prison. Ils sortaient de la prison, le directeur se déchargeait, et comment ils étaient morts. Et comment ils étaient habillés, etc. Donc c'est avec ça, et on a relevé sur un papier les noms de toutes les personnes que mon père connaissait. Parce qu'à ce moment-là, les registres, rien n'était, comment on appelle ça, numérisé, bien sûr. Donc c'était par village, c'était plus facile. Bien sûr. On a retrouvé tous les gens du village qui ont été raflés, on va dire, et qui sont morts. D'accord. Toutes les dates. C'était une belle écriture manuelle, donc on a relevé ça sur le registre. C'est là que mon père a eu son moment dur, où on lui disait que ses frères étaient morts. Et là, il avait la preuve. Voilà. Après, je ne sais pas si nous aurions eu quelques années après la possibilité d'accéder à ces registres. Oui, c'était un moment de fou, si vous voulez. La mort de Franco a été aussi un moment de flottement dans les administrations espagnoles. Alors, on ne devait pas trop savoir qui allait décider. Et donc, nous, on a tenté, on s'est infiltré, on a eu cette possibilité. D'accord. Du coup, là, on a beaucoup parlé de votre père et de ce travail, entre guillemets, qu'il fait aujourd'hui. Et vous, par rapport à cette mémoire de l'exil espagnol, qu'est-ce que vous faites, en tout cas, qu'est-ce que vous en faites, quels sont vos engagements ou vos objectifs? Oui, cette mémoire, effectivement, comment dire, ça fait partie, je ne sais pas si le mot est juste, mais en tout cas, ça fait partie de notre identité. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai grandi aussi proche des enfants de réfugiés. C'est pour moi très chaleureux chaque fois que j'en rencontre. Ça faisait partie de ma culture. Le fait de rencontrer et d'avoir avec d'autres personnes qui semblaient aussi motivées d'avoir donné naissance au CTDE, ça a été un moment très très fort, parce que c'est aussi un moment où j'étais déjà pas loin de ma retraite, où j'allais pouvoir être disponible, où encore il y a des témoins vivants, des gens que j'ai vus quand j'étais enfant, des noms qui me rappellent, on a pu remettre des noms sur des visages. On a rencontré des personnes qui avaient beaucoup vieilli mais qui étaient toujours aussi dynamiques. Donc ça nous a réconfortés, ça nous rend solides. Enfin, mais nous, la France, si vous voulez, il n'y a aucun rejet. Je veux dire, je suis née en France, j'ai eu la nationalité française. C'est aussi mon pays, c'est mon pays, la France. Mais et on y est bien, et en même temps, dans notre région, on va dire, en majorité, je crois, enfin peut-être c'est une illusion, mais les réfugiés espagnols, on est bien acceptés. On a notre région Midi-Pyrénées, la ville de Toulouse, c'est pour nous une fierté. Quand on est en Espagne, de dire que nous sommes de la région toulousaine, que Toulouse, c'est la capitale de l'exil espagnol, qu'il y a des noms il y a des rues qui portent les noms des Espagnols, enfin c'est vraiment, ou dans les villages. Bon, on sait aussi qu'il y a des enfants d'exilés qui ont pris, qui sont rentrés en politique, etc. Bon, moi je trouve dans le centre, ça me permet de rencontrer des personnes extrêmement intéressantes, de conserver justement cette mémoire. Bon, le centre, c'est conserver la mémoire et transmettre. Ensuite, individuellement, chacun fait d'autres choses. Moi, ce que je fais en Espagne, ce n'est pas
certes, je parle du centre quand je suis en Espagne. Je parle du centre, si je parle des cahiers ou des choses comme ça, je vais parler du centre, bien sûr. Mais le centre ne m'empêche pas, moi, de mener un travail avec des associations mémorielles en Espagne, qui dépassent certainement, enfin, qui ne sont pas dans les objectifs tout à fait du centre. Bon. Pour moi, le centre, c'est aussi c'est une aide, c'est réconfortant, c'est important. Et je ne sais pas quel mot dire, et je souhaite surtout que nous puissions contribuer à notre façon au maintien de cette mémoire. C'est un lieu de partage aussi, c'est un lieu de... oui, et puis on est bien accueillis à Toulouse, enfin je veux dire, on est un peu chez nous, enfin voilà, je sais pas, je veux dire des choses tout à fait... c'est important, j'espère que le travail que nous faisons au centre et que nous allons continuer de faire le plus longtemps possible, sera riche pour le patrimoine de Toulouse. Oui, aussi, oui. D'accord. Vous avez participé à la création du centre? Avec toute modestie, on va dire. Hein. Oui, mais vous étiez présente dès le début. Vous avez fait partie de... Je suis présente depuis... je fais partie du noyau du début. D'accord. Oui, oui. Et du coup, par rapport à cette création, qu'est-ce qui animait du coup ceux qui étaient présents, donc vous, et puis les autres qui ont été fondateurs de ce centre-là? Quelles ont été les motivations? Certainement à des degrés différents, liés aussi à notre formation, à notre parcours professionnel. Oui, et puis à l'histoire de chacun. L'histoire de chacun. Ce qui nous relie, ce sont ces valeurs communes. D'accord. C'est cette identité. C'est l'identité de l'exil espagnol ou voilà. C'est des valeurs... L'exil espagnol. C'est ça. Voilà. Le fait, bon, nous, on le dit sur la tablette, nous sommes les enfants des descendants d'anarcho-syndicalistes espagnols. Donc déjà, on se situe là. Et quand on parle, nous, on se comprend. Bon. Et puis moi, je trouve je découvre plein de choses très riches. Plein de choses très très riches. Et dans les descendants aussi, il y a des gens il y a des personnes qui font des choses extraordinaires, hein, formidables. Bon, cette mémoire, c'est tout ce qu'ont fait nos parents, les valeurs pour lesquelles ils se sont battus, tout ce qu'ils ont souffert, mais aussi tout ce qu'ils ont apporté, tout ce qu'ils ont défendu, toutes ces valeurs universelles. Aujourd'hui, tout est d'actualité. Donc, je pense que nous devons continuer. On ne peut pas arrêter ce combat, parce que rien ne s'acquiert comme ça. C'est un combat permanent. Donc, le centre, il fait partie aussi de cette lutte. D'accord. Et vous utilisez beaucoup le mot de valeur. Est-ce que vous arriveriez à mettre les mots derrière ce que ça signifie? Comment dire, ça me permettait d'être... alors, tout ce qui est... comment dire, ce qui est la justice, bon, la liberté, bien sûr, encore que ça peut être manipulé. En France, on dit l'égalité, oui. Nous parlons de solidarité, on peut parler de fraternité. Notre culture aussi, elle est basée sur la laïcité, sur le respect de la religion qui doit rester dans la partie privée de chacun. Le respect de l'autre, l'empathie vers l'étranger aussi. On n'est pas non plus des saints, hein. On sait très bien que ce n'est pas aussi simple, qu'il y a de tout.
Voilà, c'est ce qui nous a construits, D'accord. en fait. Et une petite question par rapport à... Vous dites que vous avez 2 filles. Oui. Donc, elles ont entendu ces récits. Il y en a même une qui était là avec votre papa lorsqu'elle a... Oui. Que vous étiez dans ce village. Est-ce que vous arriveriez à dire quel lien elles ont par rapport à cette histoire-là? Qu'est-ce qu'elles en font? Alors, bon, je pense que c'est lié au fait qu'elles sont très proches. Elles ont toutes les deux, j'ai 2 filles de 2 pères différents, vous l'avez compris. Le premier, la première, son papa, c'est un fils de réfugié espagnol, donc là, les deux, hein, c'est facile. La seconde, le papa, il est d'origine polonaise, et c'est une famille qui est venue dans les années 66 en France, en fuyant, disons, le régime encore stalinien, on va dire. Voilà. C'est une famille qui a souffert, dont une partie a disparu dans les camps d'Auschwitz-Birkenau. Et comme dit ma fille, la seconde, moi j'ai tout traversé. J'ai échappé à Franco, j'ai échappé à Hitler, j'ai échappé à Staline, alors il faut que j'avance. Voilà. Donc, et puis elles ont eu la chance aussi le fait que mon père soit encore en vie, c'est certainement, ça pèse beaucoup dans la transmission. C'est lui qui transmet encore, c'est pas moi. Bien sûr. Ce qu'elles ont, c'est justement parce que mes parents sont encore en vie, elles profitent de ça. Sinon, je crois que ça serait certainement plus éloigné, plus compliqué. Et du coup, est-ce qu'elles vont en Espagne de temps en temps Oui, voir leur grand-père? bien sûr, elles vont en Espagne parce que je les ai toujours amenées déjà. Elles vont en Espagne, elles participent le plus possible aux interventions que fait mon père, aux réunions familiales bien sûr, mais aux interventions qu'il fait. S'il y a des présentations de livres, des choses comme ça, elles aiment, elles participent, oui. Bon, la seconde est professeure d'espagnol, donc c'est encore plus, voilà, c'est encore plus marqué, mais toutes les deux. D'accord. Et la première, au niveau de son métier, elle a choisi? Elle a choisi le travail, bon, elle a enseigné. D'accord. Et ensuite, elle s'est orientée vers, comment on appelle ça? Elle est à Bellevue, elle est adjointe de CPE. D'accord. Voilà. Elle est quand même dans la vie scolaire. Oui, d'accord. Oui, donc il y a un lien. Elle est mariée, enfin, elle vit avec un professeur. D'accord. Juste une question supplémentaire par rapport au travail que fait votre père en Espagne. J'ai l'impression que c'est très lié à l'histoire de son village. Est-ce que je me trompe ou... Oui, vous avez raison. C'est très lié et ça part de l'histoire de son village. Après, ça peut s'étendre. D'accord. Mais ça part, lui, c'est surtout appuyé sur son vécu et l'histoire de son village. D'accord. Mais est-ce que du coup, il a été amené à rencontrer d'autres personnes ailleurs? Est-ce qu'il a été invité ailleurs aussi quand même? D'accord. Oui, il a été amené, bon, son village est petit, il est à une vingtaine de kilomètres de Huesca, qui est une ville d'une 60aine de 1000 habitants. D'accord. Il est lié avec des associations mémorielles ou républicaines de Huesca, donc dans cette ville moyenne, il est connu, on le connaît. Voilà, et donc il se déplace assez, il est allé à Barcelone, il est allé dans certaines villes, bon, toujours par les mêmes chemins, on va dire, mais bon. D'accord. Et est-ce qu'il connaît d'autres personnes qui, comme lui, font le même travail que lui sur d'autres villes ou villages? Il en a rencontré, oui. Il en a rencontré. Oui, il en a rencontré. D'accord. Très bien. Oui. Il n'est pas une exception. Oui, non, mais après... Oui. J'avais une petite question par rapport à l'année dernière et toute cette commémoration du 80e anniversaire de la Retirada. Comment est-ce que vous avez vécu ces différentes commémorations qui ont été faites de part et d'autre de la frontière? Même votre père aussi, comment est-ce qu'il a vécu cette année-là? Lui, je pense, il la vit déjà comme
avoir une chance de pouvoir Le voir. le voir. Oui. Déjà. Et pour moi, c'est vrai que bon, parfois on dit il y en a trop, ou c'est trop triste, ou il faudrait sortir d'eux. C'est important. Quand même. Et si on nous donne les moyens de le faire, merci. C'est important et il faut continuer, il faut le faire. Merci. Avec plaisir.